Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de CI Santé et Sécurité. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour parler d'un sujet qui touche beaucoup de travailleurs, beaucoup d'entreprises, la gestion des espaces clos. Mon nom est Valérie Bergeron, conseillère marketing chez SCI. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Fabien Lemaitre, conseiller formateur senior chez SCI Santé et Sécurité, et Silvio Brunetti, qui est directeur principal des ventes chez MSA. Quelques petits détails importants. Prenez note que ce webinaire va être enregistré, donc vous allez recevoir un lien de rediffusion par la suite. Vous pouvez le regarder à votre convenance s'il y a lieu. Vous retrouverez également des documents que vous pouvez télécharger à partir de la plateforme. Donc, on a des livres électroniques de MSA et on a aussi un livre électronique qui va vous donner les 3 étapes nécessaires pour la réussite de votre programme de gestion des espaces clos. Donc, en tout temps, pendant le webinaire, vous pouvez consulter ces documents-là à votre convenance. Ceci dit, si vous avez besoin de support après le webinaire, vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes informations par courriel, donc surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Le but du webinaire aujourd'hui, c'est de vous permettre de pouvoir valider, comparer et même développer vos connaissances en matière de gestion des espaces clos. Le webinaire va vous permettre de bâtir, bonifier et même auditer votre programme de gestion des espaces clos. C'est certain que ce n'est pas une formation en tant que telle, mais on est très heureux de prendre une heure aujourd'hui pour vous donner de l'information en lien avec la gestion des espaces clos. L'agenda, donc voici un petit aperçu à quoi vous attendre. On discutera des aspects législatifs pour ensuite vous présenter les éléments clés ainsi que les conditions de succès pour une gestion efficace de vos espaces clos. La durée sera d'1 heure. On va vous garder 10 minutes à la fin pour répondre à vos questions, vos commentaires. Mais tout au long du webinaire, si vous avez des questions, vous voulez partager des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la boîte qui est pour vous. Dans le fond, tout au long du webinaire, vous pouvez l'utiliser, poser vos questions. On va faire le gros possible pour que ce webinaire-là soit interactif, malgré la distance, malgré le fait qu'on est derrière un ordinateur. Si on peut participer, on veut vous entendre. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On va faire le possible pour pouvoir les intégrer tout au long du webinaire. Ceci dit, bâtir un programme, c'est beaucoup de travail. Ça peut s'avérer très, très complexe. Donc, j'aimerais ça commencer en posant la question à Fabien. Qu'est-ce qui motive les gens à aller de l'avant pour bâtir un programme de gestion des espaces clos? Merci Valérie. Premièrement, pourquoi parle-t-on d'espace clos en 2017? Pourtant, si on regarde dans les accidents d'espace clos sont à la baisse au Québec. Donc, principalement, donc c'est une bonne chose. Lorsque j'ai commencé en 1995 dans le domaine des espaces clos, il y avait beaucoup d'accidents. Heureusement, aujourd'hui, en 2017, cette statistique-là a baissé. Donc, on se préoccupe des espaces clos, puis on bâtit un programme de gestion des espaces clos parce qu'il y a des risques. Donc, s'il y a des risques, c'est parce qu'il y a une réglementation. Mes questions pour les participants au départ, là, pour débuter, seraient les suivantes. C'est quoi qui vous motive ou quels sont les éléments pour mettre en place un programme de gestion des espaces clos? Est-ce que c'est à la suite de l'arrivée d'une nouvelle personne en place, par exemple, un nouveau directeur santé-sécurité, des coordonnateurs santé-sécurité? Est-ce que c'est à la suite d'un accident ou un incident? Est-ce que c'est à la suite de la visite d'un inspecteur? Est-ce que c'est à la suite d'un audit corporatif, un audit interne corporatif? Ou bien les organisations sont rendues là dans la gestion de la santé-sécurité. Donc, c'est rendu, pour certains, c'est rendu une nouvelle priorité. Donc, les gens s'en préoccupaient avant, mais maintenant, sont rendus là dans le domaine de la santé-sécurité. Pour d'autres, ça fait partie des grands risques à gérer. Par exemple, on entend chez nos clients parler souvent de règles cardinales. Donc, ça fait partie des règles cardinales. Si tu me permets, Fabien, j'aimerais poser aux participants une question. Quelle est votre motivation d'entamer, modifier, améliorer la gestion des espaces clos? C'est important de connaître votre élément motivateur. Oui, c'est bien ça, Silvio. Donc, la mise en place d'un programme de gestion des espaces clos, c'est essentiel. Donc, pour une bonne gestion des risques. La stratégie puis les actions qu'on va prendre sont multiples, mais vous devez trouver celle qui est la plus appropriée à votre réalité. Donc, souvent, on observe, lorsqu'on va chez nos clients, des organisations qui vont copier des programmes qui ne reflètent pas nécessairement leur réalité. Oui, on peut partir de quelque chose pour s'en inspirer, mais ce qui est important, c'est vraiment de bâtir votre propre programme comme ça au niveau des espaces clos. Ce
c'est important également de comprendre que chaque démarche que vous allez faire, ça implique des défis à gérer au niveau des espaces clos, comme dans toute autre chose au niveau de la santé et sécurité. On est rendu également en 2017 qu'on doit éviter de se mettre des bâtons dans les roues. Donc, les espaces clos, ça ne se gère plus globalement, mais plus spécifiquement. C'est la comparaison, Valérie, qu'on pourrait faire par rapport à ça, c'est au niveau du personnel dans une entreprise. Par exemple, on ne peut pas gérer les employés de la même façon, donc c'est la même chose au niveau des espaces clos. Je pense qu'on doit se demander aussi, il y a plusieurs questions, Fabien, qu'on doit se poser quand il arrive le moment de mettre en place un programme. Oui, c'est ça, effectivement. C'est que au niveau de chaque organisation, avant toute chose, c'est important vraiment de se poser certaines questions. Donc, les règlements accentuent les obligations et les responsabilités des organisations en matière d'espace clos. Donc, c'est important de faire une bonne analyse de la situation. Même les questions qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce que les pratiques respectent la réglementation? Comment est la gestion des risques en espace clos chez vous? Sommes-nous bien au fait de la réglementation et de ses subtilités entourant les espaces clos? Donc, je suis bien placé pour en parler depuis les dernières années. Donc, on va chez les clients de ce côté-là. On va voir tantôt un petit peu la norme CSA. Bien, comment la norme CSA peut vous supporter dans votre démarche par rapport à ça? La gestion actuelle de vos espaces clos est-elle appropriée? Donc, si aujourd'hui, on débarquait chez vous, et puis je vous posais la question, si nous devions aller devant le juge ensemble pour défendre votre gestion actuelle au niveau des espaces clos, est-ce que nous aurions gain de cause? Donc, c'est souvent une question qu'on pourrait poser. Donc, c'est souvent là, de poser cette question-là, c'est déjà y répondre. C'est toutes des bonnes questions, mais concrètement, quand on est un gestionnaire en santé et sécurité, comment on peut répondre à ces questions-là, Fabien? Oui, c'est sûr que c'est important de prendre un bon portrait de la situation. Donc, des outils qui existent, qui est déjà utilisé aussi dans d'autres domaines de la santé et sécurité, ce qu'on appelle le gap analysis ou la mesure d'écart, en français on pourrait l'appeler comme ça. C'est beaucoup utilisé par les organisations qui ont des standards corporatifs. Donc, souvent, on voit ces documents-là qui existent. C'est simple. Le principe, Valérie, c'est vraiment que ça repose sur la comparaison entre la situation actuelle et la situation projetée ou désirée par les organisations. Donc, ça permet de repérer les leviers et les tâches à mener afin de supprimer ou de réduire cet écart-là. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment de ramener ça au niveau des standards corporatifs. Pour les gens qui n'ont pas nécessairement de standards corporatifs comme ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des outils chez SPI, lorsqu'on va chez les clients. La première des choses qu'on fait, c'est de faire l'étude des documents en place. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une comparaison des éléments en place versus l'aspect réglementaire et normatif. Donc, vous allez voir à l'écran apparaître un document, là, que ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les aspects de la réglementation. Et puis, à partir de là, on regarde tous les éléments qui sont en place et est-ce que ça respecte ces éléments-là. Deuxièmement, ce qu'on fait, c'est de poser un diagnostic des pratiques actuelles. Donc, on évalue une entrée en espace clos, on regarde tous les aspects du début à la fin. Et à ce moment-là, on a souvent également des surprises. Troisièmement, ce qu'on fait, c'est en évaluant les perceptions. Donc ça, c'est vraiment, on a développé des formulaires, c'est vraiment ce qu'on appelle un autodiagnostic. On l'utilise dans nos formations aussi, dans certaines de nos formations. Donc, ce autodiagnostic-là, ce que ça permet de faire, c'est, bon, comme responsable, comment je vois la gestion des espaces clos chez nous? C'est quoi la qualité des pratiques actuelles? Donc, les gens peuvent débarquer chez eux, d'aller voir sur le terrain, d'aller, avec ces formulaires-là, de développer, de pouvoir développer la vision entourant les pratiques actuelles. Et également, le troisième, c'est vraiment de votre capacité à jouer votre rôle à la gestion des espaces clos. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en ligne présentement qui ont à cœur la gestion des espaces clos. Donc, c'est important de bien comprendre c'est quoi la capacité de jouer votre rôle par rapport à ça.
tu me permets d'ajouter, Fabien, c'est que le fait d'avoir un bon portrait de la situation va vous amener à prendre des bonnes décisions dans tous les aspects de la gestion. On peut également inclure dans le choix des bons équipements, puis ça, on va en parler un petit peu plus tard dans notre webinaire. OK, parfait. Il va y avoir un troisième document ici à l'écran. Donc, ce qu'on fait également, c'est que ça nous permet de mesurer au niveau de la documentation, donc au niveau du programme de gestion. Est-ce que le programme de gestion donc rencontre en haut, si vous regardez en haut de la page, vous voyez, c'est marqué RSST pour le règlement sur la santé et la sécurité au travail, le Code de sécurité pour les travaux de construction, le Code canadien du travail. Est-ce que c'est au niveau de la norme CSA? Est-ce que c'est au niveau des bonnes pratiques? Et le oui-non, est-ce que les gens, est-ce qu'ils ont mis ça en place, ces éléments-là? Donc, avec des documents comme ça, ça nous permet, Valérie, d'avoir un bon portrait de la situation là, entourant là, la gestion des espaces. Merci, Fabien. Je propose de prendre une minute pour vous poser une question qui, selon moi, est très importante. Présentement, dans votre entreprise, avez-vous en place un programme de gestion des espaces clos? Donc, on va vous inviter à aller répondre à la question. Donc, vous avez le choix. Non, ça ne fait pas partie de nos priorités. On y pense, mais on ne sait pas par où commencer. On est dedans présentement. Notre programme est implanté et on y fait le suivi. Qu'est-ce qu'un programme de gestion des espaces clos? Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour pouvoir y participer. On a déjà quasiment 50% des gens qui ont fait leur choix. Fabien, est-ce que tu t'attends à une réponse en particulier? Oui, j'aimerais ça que ce soit, on est dedans présentement. Ça serait vraiment, ou bien que c'est implanté, puis on fait le suivi, donc on fait nos mises à jour par rapport à ça. Donc, ce serait vraiment intéressant d'avoir ces éléments-là. Excellent. Donc, on va voir à l'instant des réponses. Donc, on est à 30%, on est dedans présentement, et il y a 51% des gens, notre programme est implanté et on fait le suivi. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle de voir que la plupart d'entre vous ont déjà entrepris des démarches et ont déjà même un programme qui est en place. Est-ce que tu es surpris, Silvio? Oui, dans mon expérience, mettons, dans les dossiers que moi je travaille, la plupart du temps, mettons, c'est qu'on y pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça, mettons, un petit peu compliqué, mais je suis bien content de voir ces résultats-là. Ça veut dire que ça démontre que les gens sont mieux informés que je pensais. Puis je suis très surpris, puis tant mieux, ça veut dire c'est excellent. C'est excellent. De mon côté, je suis bien content. C'est à quoi je m'attendais. Donc, excellent. C'est bien. Continuez à faire votre bon travail là-dedans. Excellent. On va y aller tout de suite avec une deuxième question. Quelles sont vos principales préoccupations en lien avec la gestion des espaces clos? Donc, on voit que déjà, la plupart d'entre vous, vous avez un programme. Est-ce qu'il y a des préoccupations qui prennent peut-être plus d'espace dans votre gestion courante? Encore une fois, vous avez le choix parmi 5 réponses. La gestion des équipements et le système de sauvetage, excusez-moi, les différentes formations pour les intervenants, les procédures et documents à développer, des exigences légales ou la gestion des sous-traitants. Encore une fois, je vous laisse quelques secondes pour répondre à la question. Puis lorsqu'on parle de sous-traitants, Valérie, c'est vraiment important. Souvent, il y a des gens qui, le travail se fait beaucoup à l'externe. Donc, ces gens-là invitent des sous-traitants à venir faire les travaux chez eux. On en parle un petit peu plus tard là, dans la présentation là, de ce côté-là. OK, intéressant. Donc, il manque encore quelques personnes. Je vois qu'on n'a pas de bonne ou mauvaise réponse dans ce cas-ci. C'est vraiment personnel au gestionnaire santé et sécurité dans ce cas-ci. OK, donc on y va avec la réponse. Effectivement, c'est très diversifié. J'ai 24% des gens qui m'ont répondu la gestion des équipements et les systèmes de sauvetage, 15% les différentes formations, 28% les procédures et documents à développer, 19% les exigences légales et 15% la gestion des sous-traitants. Donc, si je résume, ça se partage entre les procédures et documents à développer ainsi que la gestion des équipements. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend? Non, je pense que c'est des points qui sont très importants. Je veux dire, le sauvetage, la gestion des équipements et la formation, c'est 3 points qui sont très, très importants. Qu'est-ce qui est relié à l'espace clos? Je pense que c'est bien, c'est excellent que les gens sont très conscients de ça, puis ça les préoccupe. Alors, c'est très bon. C'est très bon. Oui, puis
moi, ce que j'aime voir dans ça, c'est au niveau des exigences légales. On va en parler dans les prochaines minutes, mais si on retourne un petit peu en arrière, auparavant, c'était surtout ça que les gens se posaient des questions au niveau des exigences légales. Maintenant, hein, on se pose beaucoup moins de questions de ce côté-là. Puis également en termes de formation des intervenants, est-ce que c'est parce que les gens maintenant sont formés, ils ont développé ces principes-là au niveau de la gestion des espaces clos. Mais oui, au niveau sauvetage, on va en parler un petit peu plus tard, là, ça reste encore un point, là, un sujet un peu tabou au niveau des espaces clos. Donc, on va poursuivre avec un petit sondage qui a été réalisé ici chez SPI. Donc, je laisse la parole à Fabien. Oui, il n'y a rien de scientifique dans ça, Valérie. C'est vraiment au niveau des questions sur la gestion des espaces clos. Et ce qu'on s'est aperçu dans ce sondage-là, c'est qu'il y avait 50% des organisations qui n'avaient pas de programme de gestion des espaces clos. Puis, quand on parle de programme de gestion des espaces clos, ici, on ne parle pas nécessairement juste d'un document, mais il n'y a rien qui gère les espaces clos dans ces organisations-là. Donc, souvent, ça se limitait même à un document, qui était souvent un permis d'entrée, ou bien d'autres documents plus complexes que vraiment un gros programme de gestion qui était difficilement applicable ou qui était lourd vraiment, là, que les gens avaient même de la difficulté à l'interne, les intervenants avaient même de la difficulté à le comprendre, même à l'appliquer. Donc, c'était peu utilisé de ce côté-là. Parmi les organisations qui n'en avaient pas de programme de gestion, il y en avait plusieurs, hein, lorsque vous voyez à l'écran que les gens ne savaient même pas que c'était nécessaire d'en avoir un. Donc, si on a tout à l'heure, on disait qu'on avait des risques à gérer au niveau des espaces-là, donc c'est important d'avoir un programme de gestion pour bien encadrer nos intervenants en espace-là. Parmi les organisations qui en avaient un, donc il y avait un programme de gestion, il y avait 75% des cas là, où soit qui n'étaient pas nécessairement à jour, qui n'étaient pas complétés. Donc, tout à l'heure, il y avait des gens là, qui, dans la question qu'on vous a posée, que vous étiez dans ça, j'espère que c'est complété pour vous. Mais moi, ce qui est un petit peu plus alarmant, c'est la statistique après, c'est que c'était mal communiqué aux intervenants. Donc, c'est important, c'est beau de développer ces outils-là, mais ce qui est important, là, c'est vraiment de les mettre en place. Il faut que ça soit communiqué aux différents intervenants. Dans les prochaines minutes, ce qu'on va vous parler, c'est plus au niveau des aspects réglementaires. Donc, c'est pas aujourd'hui, on ne veut pas de faire de vous des experts légaux, ce n'est pas le but, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que la gestion des espaces clos vient des obligations réglementaires qu'on a. Donc, au Québec, on a deux principales réglementations. Donc, on a la RSST, qui est le règlement sur la santé et sécurité au travail, et on a également le Code de sécurité des travaux de construction. Ce qui est important pour les deux, c'est vraiment de bien comprendre en fonction de votre situation. Il faut comprendre un petit peu les subtilités qu'il y a entre les deux règlements. L'autre chose également, ce qui est important de retenir, c'est que chaque article de ces règlements-là peut avoir des répercussions dans une gestion efficace. Donc, on a vu tout à l'heure que quand on arrive chez des clients, on fait des audits ou des évaluations, donc on prend chacun de ces éléments-là. Il faut ajouter également que la norme CSA, la ZIN 1006, qu'on va parler un petit peu plus tard, puis les normes corporatives également vont nous amener à avoir une bonne gestion des espaces clos. D'après toi, Fabien, est-ce que tu penses que la loi C-21 serait un élément motivateur pour entamer, mettons, un programme de gestion pour la plupart des gens avec qui, mettons, tu as fait des programmes de formation d'espace clos? C'est déjà arrivé, mais on ne souhaite pas que ce soit l'élément motivateur. Là. Puis vous voyez en bas, hein, dans l'image en bas, peut-être qu'il y a des gens qui sont moins familiers un petit peu avec ça, la loi C-21, c'est quoi? C'est qu'en mars 2004, donc, il y avait eu un amendement du Code criminel qui visait à rendre imputables les organisations et les individus en position de responsabilité lorsqu'il y a des manquements qui sont établis ou lorsqu'il y a des actes de négligence. Donc, ces actes-là entraînent des blessures corporelles graves ou même le décès d'individus. Donc, au lieu d'agir dans cette voie-là, au niveau de la santé et sécurité, même on peut l'appliquer au niveau des espaces là, ou de ne pas assurer le suivi de ce côté-là, on peut s'exposer à des accusations de négligence criminelle. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Beaucoup d'organisations qui gèrent déjà bien cet aspect-là, mais ici, on vise peut-être plus
des petites organisations, même des gens, des sous-traitants qui vont peut-être travailler chez des gens qui ne gèrent pas les espaces clos, bien, prenez les espaces clos en main, c'est important. À l'image suivante, on peut voir que c'est un peu la même chose. Donc, on a des gens en ligne probablement qui sont sous juridiction fédérale. Donc, on a le Code canadien du travail. Puis, dans le Code canadien du travail, on a la partie 2 qui est sur la santé et sécurité, qui va toucher également les espaces clos. Donc, c'est important, comme on mentionnait tout à l'heure, c'est important de bien comprendre les aspects qui touchent les règlements. Donc, de bien comprendre chacun des aspects des règlements. Donc, un point en plus que je veux apporter, là, je vise principalement peut-être les organisations qui invitent des sous-traitants chez eux ou les sous-traitants qui vont travailler chez des clients. C'est que pour certaines entreprises comme ça, les deux règlements qu'on vient de voir peuvent s'appliquer. Par exemple, quelqu'un qui va travailler chez un client qui est sous juridiction fédérale, ben lui qui est sous juridiction provinciale, il doit appliquer les deux règlements et vice-versa. Donc, c'est important de bien comprendre les subtilités entourant ces deux règlements-là. Donc, les règlements, là, comme on le voit à l'écran, puis pour les gens qui ont déjà fait l'étude des règlements, les règlements sont ni noirs ni blancs. Donc, ils laissent souvent place à l'interprétation. Il peut être facile donc pour certains d'interpréter les règlements. Par contre, devant un juge, il y en a autrement. Donc, j'ai un de mes collègues qui a même vécu une situation lorsqu'il a représenté un client. Donc, il avait à représenter un de nos clients. Et puis, ben, les avocats contestaient souvent son témoignage lorsqu'il voulait interpréter les aspects réglementaires. Et souvent, ce qu'on voit chez les clients, souvent les gens vont interpréter à leur manière, puis de la manière que ça les convient également au niveau de l'interprétation. Par contre, les règlements indiquent quoi faire. Maintenant, chaque organisation doit trouver comment. De là, l'importance d'avoir un bon programme de gestion pour bien encadrer vos espaces clos. Les règlements, on voit qu'ils identifient les exigences, mais pas les pratiques. Donc, il faut que vous être supérieur au règlement, parce que le règlement, c'est vraiment des seuils minimums. La gestion doit se faire sur les bonnes pratiques. Je vous donnerai deux exemples par rapport à ça. Au niveau, par exemple, de la ventilation, si on regarde, le règlement vous dit, par exemple, si vous n'êtes pas à l'intérieur des normes, ben, on va faire de la ventilation, et vous pourriez faire de la ventilation, puis ça pourrait causer un problème. Par exemple, explosion. À ce moment-là, j'ai respecté la réglementation parce que je n'étais pas dans les normes au niveau de l'air à l'intérieur des espaces clos. Par contre, je n'ai pas appliqué les bons principes de ventilation. Et c'est là que la gestion devient efficace et devient importante. Là-dessus, mon expérience permet d'ajouter que s'appuyer à la lettre de réglementation, excuse-moi, peut causer des faux sentiments de sécurité. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que, mettons, on s'apprévisionne, mettons, avec la détection de gaz. C'est bien beau. Mais par contre, il faut quand même qu'on fasse ce qu'on appelle un pump test avant chaque journée d'utilisation. Si on ne le fait pas, à ce moment-là, on met le personnel en danger. Alors, on a l'équipement, mais il faut savoir comment s'en servir de cet équipement-là. Alors, c'est ça qui est important, selon mon expérience à moi, dans des applications d'espace clos. C'est intéressant comme exemple. On a parlé de réglementation. Un peu plus tôt, on a mentionné la norme du CSA. Je pense que c'est important qu'on comprenne, est-ce que cette norme-là peut nous aider dans la gestion des espaces clos, puis comment elle peut nous aider? Oui, peut-être, Valérie, juste avant de parler de cette norme-là, dans certaines provinces canadiennes, on retrouve ce qu'on appelle des codes de pratique ou des codes of practice. C'est vraiment des documents qui nous permettent de bien interpréter les règlements. Par contre, au Québec, on n'a pas ça. Ça serait drôlement utile, là, mais on ne l'a pas. Donc, c'est pour ça que la norme CSA, elle devient importante parce que c'est là qu'on va aller chercher les éléments qui peuvent nous permettre là, d'avoir des réponses à nos questions entourant la gestion des espaces clos. La norme, il y a la version 2010, donc qui est la version originale. Donc, maintenant, on a la version 2016. Donc, il y a des petites différences entre dans les deux versions. Oui, si je peux me permettre, Fabien, je trouve qu'on a rédigé un blog récemment où on allait vraiment pointer les changements qui avaient été faits à cette norme-là suite à la modification 2016. Donc, si vous êtes intéressé à
connaître tous les changements qui ont été faits, je vous invite à aller consulter le blog. Vous allez retrouver un article sur ces changements-là normatifs. Donc, si on parle rapidement de la norme, hein, parce que même chose aussi, c'est quelque chose d'assez complexe, on ne veut pas rentrer trop dans les détails, mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'elle énonce vraiment les détails pratiques, contrairement au règlement. Donc, j'ai eu la chance au début, quand elle est sortie en 2010, de faire plusieurs conférences sur cette norme-là, et puis je disais aux gens, là, c'est vraiment là, c'est ce qui nous manquait, sur laquelle on peut se baser. C'est pour ça que c'est important de baser votre programme de gestion peut-être sur cette norme-là. C'est un outil qui permet vraiment l'élaboration complète du dossier espace-l'eau en fonction également des bonnes pratiques de gestion. Donc, dans la norme, à la page 20, là, si vous n'avez rien de bâti, si vous vous rendez à la page 20, il y a un organigramme qu'on a à l'écran. On en a une partie, mais moi, je vous suggère vraiment d'aller voir cet organigramme-là. Il définit vraiment les exigences et les lignes directrices à suivre au niveau de la gestion du travail en espace-l'eau, à la coordination des sauvetages et également à des aspects pratiques. Donc, quand on suit, mettons, le logigramme, ben, ça nous amène dans la norme, là, vraiment, pour arriver au point précis où on va aller. On n'avait pas ça dans la première version, Valérie, on l'a dans la deuxième, donc c'est vraiment intéressant comme document. Donc, la norme également, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vise à protéger contre les risques du travail en espace-l'eau. Donc, elle a pour but aussi de mieux vous outiller de mieux outiller les différents intervenants, comme on le voit à l'écran. Elle peut servir également de base à l'élaboration d'un programme de gestion des espaces clos, donc ce que je vous mentionnais tout à l'heure. Puis, en même temps, là, elle établit les exigences relatives à l'engagement, au leadership, à la participation de la direction dans la gestion des espaces clos. Donc, il y a vraiment quelque chose de concret également par rapport à ça. La norme également, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous précise les rôles et responsabilités des différents intervenants. Donc, quand on ne sait pas trop, c'est qui est impliqué au niveau des espaces clos, c'est quoi les rôles et responsabilités. Donc, on peut aller voir dans la norme. Elle détaille également c'est quoi les exigences en termes de formation et de compétences pour les différents intervenants. C'est sûr qu'à la version 2016 versus la version 2010, ils ont abrégé un petit peu ça. Mais si vous avez la version 2010 en main aussi, c'est un petit peu plus détaillé. Donc, vous pouvez aller voir les éléments là, qui peuvent vous aider à mieux prendre vos décisions de ce côté-là au niveau des rôles et responsabilités. La norme élabore également les éléments en matière de sauvetage. Oui, la réglementation au Québec parle de sauvetage, hein, l'article 309, là, pour les gens qui sont familiers avec cette réglementation-là, mais on en parle un petit peu plus au niveau de la norme. Mais l'autre chose qui est bien importante et que je trouve intéressant, c'est vraiment que ça précise les exigences concernant les entrepreneurs ou ce qu'on appelle dans la norme les fournisseurs de services externes. Donc, il y a vraiment un point précis par rapport à ça. Quelles sont les obligations envers vous et quelles sont vos obligations également envers eux? Et elle mentionne également les éléments touchant à la gestion et l'établissement des audits. Donc, pour moi, là, on disait tantôt, c'est important d'avoir un bon portrait de la situation. Donc, il y a des outils dans ça qui peuvent vous aider dans cette norme-là. En résumé, Valérie, là, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que la norme sert de guide pour tous ceux qui désirent bâtir un programme de gestion ou de bonifier leur programme existant. Donc, ce qu'on peut conclure avec ça, on dit que la réglementation nous dit quoi faire. Hein? Donc, la norme va nous dire comment. Mais ce qui est important, c'est que les deux sont vraiment complémentaires. Par contre, je tiens à préciser un élément par rapport à ça, c'est que les règlements ont préséance sur la norme. À moins que ça soit spécifié dans le règlement, à ce moment-là, par exemple, si, comme c'est dit, si on prend l'exemple des harnais de sécurité, on a la norme, la Z259, par exemple, sur les harnais, c'est écrit dans la réglementation, bien, au niveau de la norme, la Z1006 n'est pas écrite comme ça dans le règlement. L'autre chose également, les gens qui vont lire la réglementation, pas la réglementation, mais la norme, vont peut-être trouver des éléments intéressants, mais il faut faire attention, il y a des éléments dans cette norme-là qui ne peuvent pas s'appliquer au Québec. Par exemple, lorsqu'on parle de surveillant d'espace clos, on dit souvent que c'est en fonction de l'appréciation des risques. Bien, au Québec, l'article 308 nous dit qu'un surveillant doit être présent tout temps à l'extérieur de l'espace clos. Malheureusement, là, cette norme-là n'a pas force de loi. Donc, comme je disais tantôt, elle n'est pas citée dans les règlements. Par contre, elle peut vous servir vraiment de document de référence. Et son application est cependant volontaire. Mais moi, je tiens à vous signaler que vous pouvez vous en inspirer. Là. Et l'autre chose également, c'est que j'ai eu la chance de former des inspecteurs de la CSST de 2003 à 2014. Et puis,
ce que les gens me disaient là, après les années 2010, quand cette réglementation, quand cette norme-là est venue en vigueur, c'est qu'ils vont s'en inspirer vraiment pour aiguiller, donc pour bien aider les gens là, lorsqu'il y a des litiges entourant les espaces clos. Merci, Fabien. Avant de rentrer dans le vif du sujet et parler des éléments clés, des conditions de succès, je suggère qu'on prenne une autre minute pour vous poser une question qui est encore une fois très pertinente. Donc, on vous pose la question suivante. À quelle fréquence révisez-vous votre programme? Donc, plutôt, on a vu que la plupart d'entre vous avaient déjà mis en place un programme. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites de façon régulière, la révision de votre programme, ou c'est plus spontané? Donc, vous avez le choix entre 5 réponses. Vous devriez voir la question apparaître à votre écran. Est-ce que c'est rarement ou au besoin seulement, régulièrement, donc une fréquence qui est connue, suite à un événement, à la veille d'un audit corporatif en SSC, excusez-moi, ou à la suite de la visite d'un inspecteur? Donc, encore une fois, je vais laisser un peu de temps. J'imagine qu'ici, ce qu'on souhaite voir le plus, c'est une fréquence qui est plutôt régulière. Exactement. Donc, c'est ça. Puis que ça soit connu, c'est une fréquence qui est connue aussi. Donc, mais malheureusement, souvent, ce qu'on voit, c'est à la veille d'un audit corporatif ou un audit CSST. Plutôt réactif que... Oui, c'est souvent ça. On va voir la réponse tout de suite. Donc, intéressant, on a 51% qui nous ont répondu que c'était plutôt rare, contre 37% qui font une vérification régulière. Donc, il y a peut-être place un peu à l'amélioration aussi. Exact. Donc, on vous invite fortement vraiment à le faire régulièrement parce que le domaine des espaces clos change beaucoup. Hein, donc, c'est important d'être au fait, d'être au jour là, par rapport à ça. Excellent, merci. Donc, on a parlé des aspects législatifs, normatifs. C'est maintenant le moment de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et d'aller parler de la gestion des espaces clos. Donc, je vais laisser Fabien continuer sur cette note. En effet, Valérie, hein, ici, là, dans les prochaines minutes, on va vraiment aborder c'est quoi les éléments clés pour une gestion efficace d'espace clos. Donc, en précisant les éléments clés que vous allez voir apparaître à l'écran, nous allons également parler des bonnes pratiques et aussi des lacunes encore observées en 2017. Donc, on peut observer ici à l'écran qu'il y a quelques éléments clés sur la gestion des espaces clos. Donc, au niveau de la reconnaissance, hein, c'est un élément là, qui est bien important là, de ce côté-là. Je vais revenir un petit peu plus tard, mais les précisions nous permettront de pouvoir peut-être aller chercher des éléments pour soit bâtir, bonifier ou même auditer votre programme, comme on vous l'a dit au début. Donc, c'est vraiment dans les prochaines minutes là, qu'on va vous donner peut-être des petits trucs, des petits éléments de ce côté-là. D'après toi, Fabien, tu penses-tu que, mettons, l'accident survenu, mettons, sur un terrain de camping à Montérégie en 2004, est-ce que ça a fait changer des choses sur la gestion des espaces clos? Ben oui, il y a eu cet accident-là qui est arrivé en 2004, hein, puis je serais capable même de tirer un trait et de dire la gestion des espaces-là a changé beaucoup à partir de ce niveau-là. Donc, pour les gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec l'accident, donc, on peut voir à l'écran, là, c'est en haut à gauche, la CCC a fait un document sur ça qui s'appelle un sauvetage qui tourne mal. Donc, oui, c'est cet accident-là. Puis, ça a été médiatisé beaucoup, puis oui, ça a fait changer beaucoup les aspects au niveau de la gestion des espaces clos, Silvio. Puis j'ajouterais même aussi que le deuxième accident qui a fait changer beaucoup de choses, c'est en 2006, donc 2 ans plus tard. Et là, ça impliquait des sous-traitants, donc qui allaient travailler chez un client au niveau des espaces clos. Je ne veux pas trop élaborer sur ça, donc je vous invite, si vous n'êtes pas trop familier avec ces accidents-là, peut-être aller même voir sur le site de la CSST, on est en mesure, ou de la CNESST, qu'on devrait dire, pardon, vous êtes plus en mesure là, de trouver l'information par rapport à ça. Le point majeur au niveau des espaces clos, c'est vraiment au niveau de la reconnaissance ou l'identification. C'est vraiment le fer de lance là, au niveau des espaces clos. Je donnais une formation récemment sur le programme de gestion et on a encore passé beaucoup de temps sur cet aspect-là. Je crois qu'il y a 90 à 95% des espaces clos qui sont facilement identifiables. Le 5 à 10% souvent qui restent, c'est là que ça peut amener souvent certains débats ou certains litiges ou questionnements. Pour certaines organisations, peut-être des gens en ligne, là, où les espaces clos, c'est encore moins, c'est plus difficile, Valérie, à identifier. Des fois, ce pourcentage-là peut même peut-être augmenter.
Donc, puis, ce qui est important, c'est après avoir identifié les espaces clos, il devient essentiel d'apposer un placard. Même si ce n'est pas une obligation réglementaire, souvent, ça va éviter des questionnements. Donc, la norme CSA, puis souvent les normes corporatives vont suggérer de faire cette chose-là. Je tiens à vous amener dans les prochaines images. On va vous présenter des espaces clos. Je dirais du plus simple à identifier au plus complexe. Donc, on a 3-4 images là, où vous allez voir que, par exemple, ici, des exemples d'espaces clos facilement identifiables. On a des chambres de vannes. Hein, les gens ne se posent pas de questions par rapport à ça. Par la suite, si on regarde, on a aussi d'autres réservoirs, par exemple des réservoirs d'eau chaude, des chaudières, des bouilloires. Hein. Ça aussi, Valérie, ça ne pose pas de questions, ça ne pose pas d'interrogations. Où ça commence un petit peu plus à poser des questions, à emmener un petit peu d'interrogations, c'est lorsqu'on parle de vide sanitaire, on parle de grenier, on parle d'emplacement comme ça, où vraiment, là, ça amène un petit peu plus de questionnement à savoir est-ce que c'est un espace clos ou pas un espace clos. Souvent, Valérie, les gens vont identifier les espaces clos comme étant, est-ce qu'il y a la présence d'un gaz? Si oui, c'est un espace clos, mais c'est pas juste ça. Il y a d'autres éléments qui vont nous amener à bien identifier nos espaces clos. À la suivante, et là, on peut voir que, hop, là, ça commence à peut-être à devenir un petit peu plus complexe. Donc, vous avez à gauche une chambre avec des pompes à l'intérieur, donc dépendamment de la profondeur, vous avez une tour de refroidissement. Et la dernière, et c'est là que ça pose un litige quand même important, c'est lorsqu'on arrive avec les systèmes de ventilation. Donc, c'est souvent là où ça va poser des questions ou des interrogations par rapport à l'identification des espaces clos. À chaque fois que j'entends parler d'espace clos, je me pose toujours une question, mais qu'est-ce qu'on définit une entrée en espace clos, non pas juste un espace clos? Est-ce que c'est une question qu'on pose régulièrement, Fabien? Ça, c'est toute une question à poser. J'aurais même aimé peut-être qu'on l'amène dans la présentation pour demander aux gens là, avec des images, mais c'est sûr qu'en 1 heure hein, de webinaire, on ne peut pas trop élaborer sur ça. Mais si on regarde hein, à l'écran, on voit que dans les règlements, il n'y a rien qui définit un espace clos. Pas un espace clos, mais l'entrée en espace clos. Maintenant, il faut se référer à la norme CSA qu'on a parlé tout à l'heure. Et là, on parle d'actions par lesquelles une personne pénètre à l'intérieur d'un espace clos. Donc, l'entrée comprend les travaux ou le sauvetage devant être effectué dans l'espace clos et est considérée comme effective aussitôt qu'une partie du corps de l'entrant traverse le plan de l'ouverture menant à l'intérieur de l'espace clos. Donc, j'entre la main, un pied, la tête, ça constitue une entrée en espace clos. On pourrait passer, là, Valérie, le reste du webinaire sur ça, puis qu'on aurait encore des questions, des interrogations. Donc, dans la gestion des espaces clos chez vous, là, ça doit être clair, net et compris de tous, cet élément-là. Le deuxième qui est important, c'est vraiment au niveau, on pourrait rentrer ça dans des généralités entourant les espaces clos. Donc, dans les généralités, où on doit travailler beaucoup, c'est l'aspect, l'élimination de certains espaces clos. Est-ce qu'on est capable d'éliminer des espaces clos? Il y a des actions qu'on peut faire qui vont nous permettre de les éliminer, pas parce qu'on ne veut pas gérer les risques, mais on veut peut-être avoir moins d'éléments à gérer au niveau des espaces clos. Il y a des nouveaux espaces clos qui arrivent. Comment on va en faire la gestion? La modification, par exemple, des espaces clos. Changer des ouvertures de position. On a des ouvertures sur le dessus, on les amène sur le côté. Donc, ça devient plus facile à faire l'entrée en espace clos, donc plus sécuritaire. Les autres éléments qu'on va voir un petit peu plus loin aussi, c'est la caractérisation des espaces clos, ou ce qu'on appelle l'analyse de risque, des espaces clos, également des tâches à risque. La gestion des entrées. Ça, c'est l'autre élément qui est important. Souvent, on va gérer ça par un permis d'entrée en espace clos. Les autres choses qui, à mon avis, puis Sylvio en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la détection des gaz et la ventilation. Puis ce qui est intéressant aussi dans la norme CSA, c'est que dans les annexes C et E, on a deux volets intéressants qui vont toucher à cet aspect-là. Le troisième point, ça concerne vraiment la formation. Tout à l'heure, on a dit que ce n'était pas nécessairement dans la question qu'on vous a posée, c'était pas c'est pas la question qui a amené le plus de pourcentage. Hein. Peut-être parce que là, vous êtes rendu familier de ce côté-là. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir des formations efficaces et pour que ces formations-là soient efficaces et appréciées de
de vos intervenants qui rentrent en espace clos, n'oubliez pas qu'ils doivent être adaptés et personnalisés aussi. On voit souvent des gens qui ont des formations peut-être trop courtes par rapport aux risques qui sont présents chez eux. En contrepartie, on va voir qu'il y a des gens qui ont des formations qui sont trop longues peut-être au niveau de la gestion des risques. Et n'oubliez pas que les formations doivent être pratiques, dynamiques et également doivent être mises en contexte par rapport à votre réalité. Alors, au numéro 4, on a les rôles et responsabilités. Oui, c'est au niveau des rôles et responsabilités. J'en ai parlé tout à l'heure au niveau de la norme CSA. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça. C'est important de bien que chacun connaisse bien ses rôles et responsabilités, que ce soit même de la direction jusqu'au responsable des équipements. Donc, s'il y a un manquement, Valérie, de ce côté-là, souvent, ce qu'on va voir, c'est que là, on arrive, ouais, mais c'était la responsabilité de qui? Ben là, on ne le sait pas. Fait que là, lorsqu'on va voir dans les rôles et responsabilités, il faut que ça soit bien clairement défini. Le point 5, en 2017, je crois qu'il est important d'établir une démarche. On est rendu là maintenant d'établir des démarches étape par étape pour les espaces clos, par groupe d'espaces clos. Je pense qu'on est rendu là. Avant ça, on ne gérait pas les espaces clos. Après ça, on les a gérés vraiment en bloc. Maintenant, on est vraiment rendu dans une gestion plus efficace. Et cette gestion-là efficace, c'est vraiment de gérer étape par étape. Il faut éviter maintenant de mettre les espaces clos dans le même bain parce que c'est difficile au niveau de l'application. Puis souvent, on arrive chez les clients et les gens disent « Ah, ben c'est dur à appliquer. » Oui, mais rendez ça simple. La simplicité, là, c'est vraiment important de ce côté-là. Le point 6, là, puis je vous invite vraiment à aller voir dans la norme CSA, c'est l'encadrement des entrepreneurs. Donc, c'est vraiment un facteur important. On avait fait une présentation il y a quelques temps pour les gens qui connaissent nos tournées pension prévention et j'avais fait quelque chose justement sur les entrepreneurs. Souvent, ces gens-là vont venir chez nous, puis c'est important de bien comprendre la réalité. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans nos espaces clos? Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Et souvent, ils vont faire des tâches à risque que nos gens à l'interne peut-être ne font pas. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Ces gens-là sont souvent laissés à eux-mêmes. Donc, c'est important de bien les encadrer. L'autre élément, le point 7, je disais tout à l'heure que le sauvetage en espace clos est souvent encore un sujet tabou. Et oui, même en 2017. Je parlais avec Sylvio tout à l'heure et je lui disais qu'il y a des gens qui nous disaient « Ah, nous, les espaces clos, on ne veut pas en parler. » Je disais « Mais pour quelle raison vous ne voulez pas en parler? » Bien, si on n'en parle pas, ça n'arrivera pas. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment que ça soit bien défini. Donc, au Québec, c'est plus clair de ce côté-là. On dit avec l'article 309 du règlement du Québec, donc nos procédures de sauvetage doivent être élaborées et éprouvées. Donc, ça pose souvent un défi donc, de ce côté-là au niveau du sauvetage, à savoir est-ce que ça va être fait à l'interne, est-ce que ça va être fait à l'externe. Donc, établissez des protocoles d'entente de ce côté-là. Et puis, allez voir les annexes B et D là, pour vous en inspirer également. Je me permets d'interrompre, Fabien, j'ai une question ici par rapport au sauvetage. On me demande si c'est peut-être un peu plus précis. Est-ce que le surveillant peut faire partie de l'équipe de sauvetage? Oh, c'est une bonne question. On sait que dans les types de sauvetage, on peut avoir ce qu'on appelle les sauvetages avec entrée ou sans entrée. Puis je vous invite aussi à aller voir dans la norme CSO, on va parler de 4 types de sauvetage. Mais quand on parle de sauvetage sans entrée, c'est souvent le sauvetage qui est fait par le surveillant. Donc, souvent, le surveillant, donc dépendamment des organisations, je vais vous donner un exemple. Nous, on fait ce qu'on appelle je n'aime pas utiliser l'anglicisme, mais du stand-by sauvetage. Donc, à ce moment-là, nous, on se déplace chez les clients pour faire, s'il y avait un sauvetage à faire dans l'espace clos, on intervient. Donc, à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la surveillance des espaces clos. Et la personne qui va faire la surveillance, bien souvent, ça va être cette personne-là qui va en faire, Valérie, la gestion du sauvetage. Donc, ce ne serait pas nécessairement cette personne-là qui va rentrer à l'intérieur. Par contre, dans la situation où le surveillant était un membre de l'équipe de sauvetage, à ce moment-là, ben, c'est important de bien établir et ça, c'est important de le mettre dans notre programme de gestion parce qu'on sait que lorsque le sauvetage va arriver, ben, on va prendre contrôle de la situation. Donc, on va prendre contrôle de la gestion de l'espace. Donc, c'est pour ça que moi, je ne vois pas de rien là, pour ça qui ne pourra pas faire partie de l'équipe de sauvetage. Merci. Donc, rapidement, pour conclure avec ça au niveau des éléments clés, donc le dernier élément
Donc, si on regarde au point 8, là, au niveau des équipements de travail et de sauvetage, Sylvie va en parler un petit peu plus tard tout à l'heure, mais si on regarde au niveau des équipements ou dans le programme de gestion, on a une problématique. Et là, c'est important chez vous, regardez ça. Oui, on peut l'avoir sur le choix d'avoir des bons équipements qui sont adaptés à notre contexte de travail et de sauvetage, mais regardez surtout l'entreposage, l'inspection, et également la recertification de ces équipements-là. On a beau être efficace dans les autres éléments de gestion qu'on a mentionnés plus tôt, mais si, exemple, nos équipements ne sont pas adéquats, puis là, on s'apprête à faire un entrée en espace clos, bien, notre programme vient de perdre beaucoup de crédibilité. Le point 9, donc ici, le dernier point, c'est vraiment celui que je prends le plus à cœur, c'est vraiment au niveau des outils. Et au niveau des outils, donc, ça permet de reconnaître vraiment les bons coups puis les points qui sont peut-être à améliorer. Donc, tout à l'heure, Sylvie a parlé, il faut être proactif et non réactif. Et il faut voir les outils comme étant une opportunité et non une menace de ce côté-là. Quelques interrogations, et ça, je vais vous laisser les lire, puis vous pourrez retourner voir le webinaire si vous voulez, mais souvent, c'est les questions, Valérie, qu'on se fait poser. Par quoi qu'on doit commencer? C'est quoi les phases d'implantation? Et tu disais tout à l'heure, au niveau des phases d'implantation, au niveau du document qu'on va vous rendre disponible, bien, vous allez les avoir au niveau des phases d'implantation. C'est quoi les efforts à mettre? Ça va dépendre vraiment, vraiment de chacun de nos clients. C'est quoi les ressources nécessaires? C'est sûr que ça prend des gens sur le terrain, et oui, ça prend de l'argent. Donc, puis au niveau des impacts sur l'organisation et les opérations, bien, les impacts peuvent être positifs. Dans certains cas, au départ, peuvent être négatifs. Puis dans d'autres cas, bien, qu'est-ce qu'on va voir? Ils vont être carrément neutres. Là. Il n'y aura pas nécessairement d'impact sur les espaces clos. Rapidement également, c'est quoi les divers documents, Valérie, qu'on peut voir au niveau de la gestion des espaces clos? Vous les avez à l'écran, que ce soit des programmes de gestion ou des fois ce qu'on appelle le document ou procédure, là, dépendamment des clients. Mais ce qu'on doit inclure là-dedans, là, c'est vraiment au niveau de la liste des espaces clos, nos fiches d'analyse de risque qu'on a parlé tout à l'heure, tant au niveau des espaces clos que des tâches à risque. Le système de gestion de permis, même si au Québec, là, dans la réglementation, on ne parle pas de permis d'entrée, nous, on vous suggère fortement de travailler avec ce type de document-là. Vous allez voir aussi à la diapo suivante, là, un exemple de fiche d'espace qu'on va voir un petit peu plus tard. L'autre chose également, c'est au niveau des procédures de sauvetage. Vous voyez à l'écran, c'est important, faites pas juste le 9.1. Il faut vraiment que ça soit élaboré, vos sauvetages en espace clos, comme l'article 309 du règlement le mentionne. Je parlais tantôt des marches à suivre pour entrer en espace clos. Rendez-le spécifique pour chacun de vos espaces clos ou votre groupe d'espaces clos. Même chose avec vos équipements de travail de sauvetage. Il faut que ça soit bien connu, défini. Et des fois, on arrive chez les clients et ils ne savent pas sont où leur équipement. Vous foutez l'équipement, oui, mais on ne sait pas il est où. Et d'avoir également différents registres, que ce soit des registres d'équipement, les registres de détection des gaz, ça c'est bien important également. Puis au niveau des personnes formées, on le voit de plus en plus maintenant, je pense que ça c'est bien ancré là, dans la santé et sécurité en général et pas juste sur les espaces. Également, les divers documents au niveau du contenu de formation du personnel. Et ça, c'est pas juste nous qui en parlons, c'est la norme CSA qui l'exige également de ce côté-là. Donc, à l'écran, vous voyez, c'est un exemple de document. Quand on parlait de fiches d'espace clos tout à l'heure, vous en avez un exemple à l'écran comme ça. Valérie, c'est quoi les conditions vraiment là, gagnantes? On va voir qu'à l'écran, il va apparaître une figure à mesure qu'on va parler des éléments. Ça va ressembler un petit peu au triangle du feu. Mais il faut vraiment avoir les trois éléments, les trois composantes gagnantes, pardon. C'est vraiment au niveau opérationnel, donc tout ce qui touche les opérations, que ce soit les espaces clos, l'analyse de risque, etc. On pourra vous rendre disponible éventuellement, Valérie vous l'enverra par courriel là, pour les gens qui sont intéressés. On a développé un petit document aussi comme ça, pour ça qui n'est pas nécessairement disponible là, en ligne présentement. On a aussi le côté organisationnel. Donc là, c'est l'ensemble des actions en termes de gestion stratégique au niveau des espaces clos. Et je vais conclure également au niveau valoriel. Donc, il faut que ça devienne une valeur, même au niveau, je pense que les gens sont rendus là en santé et sécurité, c'est la même chose au niveau des espaces clos. Il faut que ça devienne vraiment une valeur de ce côté-là. Et là, vous voyez que ça apparaît vraiment le triangle du feu avec le pouce à l'intérieur. C'est un peu la même chose. C'est vraiment les composantes gagnantes.
Un exemple concret que je pourrais vous amener avec ça, on a travaillé il y a quelques temps avec une ville. Au niveau opérationnel, là, je pense qu'il était vraiment très avancé de ce côté-là. Il avait tout fait les éléments entourant les espaces clos. Où ça achoppait beaucoup, c'était vraiment au niveau organisationnel, c'est que les gens en place, ils ne croyaient pas. Donc, c'était pas communiqué. Ils avaient acheté, ils avaient fait, ils avaient développé, il y avait un paquet d'éléments, Valérie, mais et la raison que les gens donnaient, hey, pourquoi on implanterait ça? On a toujours fait ça comme ça. Donc, ça, c'est souvent une phrase qu'on entend souvent parler. Les autres éléments, là, au niveau des conditions de succès, vous les voyez à l'écran. Donc, il faut vraiment que ça réponde à vos besoins. Je ne veux pas nécessairement trop élaborer sur ça, parce que c'est vraiment, j'aurais à lire à Valérie ce qui est à l'écran, donc je vais laisser plus les gens de regarder ça en même temps là, qui nous entendent parler. Mais par après, ce qui est important, c'est vraiment au niveau, on en a parlé tantôt, puis moi je tiens mordicus à ça, c'est vraiment de réaliser ponctuellement des diagnostics là, sur vos pratiques de gestion des espaces clos et arrêtez de voir ça comme une menace. Voyez ça vraiment comme une opportunité. Vraiment, il faut être proactif et non réactif de ce côté-là. Quand nous, on en a fait chez les clients, ce qu'on s'est aperçu, donc nos observations que vous allez voir à l'écran, c'est vraiment qu'il y avait des laissés-aller, donc souvent à cause des habitudes. Que ce soit par les intervenants réguliers ou même des espaces clos. Quand on rentre souvent dans des espaces clos, à chaque jour, à chaque semaine, souvent il y avait des habitudes. Les gens, là, ils ne se préoccupaient pas nécessairement comme il faut de la gestion de l'espace clos. Donc, on voit à l'écran les plans de sauvetage qui n'étaient pas éprouvés, l'information qui n'était pas à jour, même qui était même mal communiquée aux travailleurs, les gens qui n'étaient pas formés. Les pratiques étaient parfois différentes d'un secteur à l'autre. Donc, au niveau et ça, c'est important chez vous. Quand vous avez des grosses organisations, assurez-vous là, que ça soit uniforme, que ça soit uniformisé, là, que ça soit qu'il y ait une harmonie par rapport à ça. La gestion entourant le travail des sous-traitants, on en a parlé tout à l'heure, c'est primordial. Là, il ne faut pas les laisser à eux-mêmes. Donc, les procédures d'urgence, dans certains cas, n'étaient pas établies. Et Valérie, en terminant par rapport à ça, c'est que la formation souvent était minimale, puis elle ne comportait pas de modèles pratiques. On en a parlé un petit peu tantôt là, de ce côté-là. Est-ce que ça fait vraiment une différence lorsque les gens ont le côté pratique de la formation? Oui, ça fait une grosse différence, parce qu'on le voit quand les gens n'ont pas ça, quand on arrive sur le terrain, puis on va voir, on va auditer, les gens, soit que ils n'ont pas touché aux équipements, soit qu'ils ne savent pas comment les inspecter, soit qu'ils ne savent pas c'est quoi la démarche d'entrée en espace clos chez eux. C'est important de pratiquer ça. Des fois, ça ne peut pas nécessairement être dans une formation, dans un seul coup. Faites-le par après, faites de la pratique. Puis en terminant, Valérie, de mon côté, ça serait vraiment, je dirais, il y a des outils qui sont disponibles. On a parlé de la norme CSA tout à l'heure. Il y a une nouvelle norme aussi qui pour les gens qui connaissent les normes NFPA, donc des normes qui sont utilisées surtout au niveau côté incendie, donc qui parlent aussi des espaces clos, malheureusement, est en anglais. On a parlé tantôt de nos blogs, j'invite les gens à aller voir ça, les blogs sur les espaces clos. Et aussi, il y a différents documents qui sont disponibles, puis il y a des documents qu'on va vous rendre disponibles aussi après ce webinaire-là. On parle d'outils. Sylvia, je t'invite à nous expliquer un peu comment MSA peut venir nous aider dans la gestion de nos espaces clos. Bien, premièrement, nous offrons une grande gamme de produits pour les espaces clos. On parle des systèmes anti-chute, on parle des systèmes de détection de gaz, des systèmes d'adduction d'air. Alors, c'est une gamme quand même assez complète. Nous, chez MSA, premièrement, on a les représentants qu'on a sur la route qui viennent chez vous donner une formation sur les produits, premièrement. Et deuxièmement, mettons, vous avez quand même des outils qu'on met à votre disposition sur notre site web. Entre autres, mettons, on a ce qu'on appelle, mettons, une page web dédiée à des applications, des différentes applications. Dans le cas d'espace clos, il y a une panoplie d'informations là-dessus qui vous aide à mieux travailler un espace clos. Ça couvre un petit peu de ce qu'on vous a parlé aujourd'hui sur le webinaire. Ensuite, mettons, on a aussi un guide de protection respiratoire. Ce guide-là est très utile, mettons, quand vous travaillez dans des situations où l'espace clos a un danger toxique. Alors, vous avez qu'à mettre, mettons, les infos sur le gaz en question, puis elle vous donne
une recommandation, quel genre d'appareil respiratoire que vous devriez l'utiliser. Aussi, on a un guide de poche sur les systèmes à adduction d'air, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont bien de la misère à dire, à bâtir, mettons, un système à adduction d'air avec les boyaux, quelle longueur, quelle connexion, etc., etc. Alors, ce genre de guide-là est très utile dans ce genre de situation-là. Ensuite, on a aussi la formation en ligne MSAU, mais on a aussi des simulateurs de détection de gaz, qui comprend tous nos détecteurs de gaz. Comme je disais tantôt dans le webinaire, c'est important de bien savoir comment utiliser les appareils. Alors ça, c'est un outil qui est très important. Le simulateur vous montre comment utiliser l'appareil sans même avoir un dans vos mains. Je sais qu'en parlant avec Fabien, il m'a donné un exemple quand il a parlé avec un de ses clients, qui est quand même à distance, puis il l'a aidé avec ce simulateur-là, comment utiliser l'appareil. Je ne sais pas si tu peux en parler. Oui, effectivement. Moi, j'adore, hein, on s'en sert beaucoup, nous, dans les formations de ça. J'avais un client qui était, je vais juste prendre quelques secondes, Valérie, mais j'ai un client qui est à Fermont, et puis qui doit rentrer dans un espace clos. Et puis, c'est un sous-traitant, et le client lui demande d'avoir des appareils qui sont étalonnés. Et puis, il essaie de faire ça. On est vendredi après-midi, il rentre 5 heures, je reçois un téléphone, puis il me dit, il n'y a rien qui fonctionne. Ben, et là, l'appareil qu'il y avait, c'était un Alter 4X. Là, j'ai dit, va devant ton ordinateur, branche-toi sur le site, fais telle action. Donc, on a regardé ensemble les actions qu'il y avait à faire, et par la suite, il a fait, en quelques minutes par après, la calibration de son détecteur de gaz, donc l'étalonnage. Le client était très heureux. On n'a même pas eu besoin de se déplacer. On était à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Et c'est ça qui est intéressant avec ces outils-là au niveau de la gestion des espaces clos. Ça peut être utile pour des différents intervenants. Donc, c'est parce que souvent, Silvio, les gens ont peur de briser les appareils. Donc, avec ça, il n'y a pas de crainte. C'est en ligne. Alors, c'est les outils. Le dernier outil qui est quand même très intéressant, c'est le MSAU, MSA Université. La beauté de cet outil-là, c'est que, mettons, on a des vidéos sur les différents produits qu'on fait. Puis à ce moment-là, on peut mettre un administrateur, on peut ajouter un administrateur, et ensuite, mettons, tous ceux qui sont enregistrés là-dessus vont regarder le vidéo puis passer un quiz qui va donner un certificat de formation sur ces produits-là. Alors, je vous invite de visiter notre site web, puis voir tous ces outils-là, puis vous toujours communiquer avec moi, Silvio Brunetti de MSA. Merci. Merci, Silvio. Donc, c'est maintenant le moment de répondre à vos questions. J'en ai reçu quelques-unes. On a quelques minutes devant nous. Écrivez-nous vos questions. Si jamais on ne réussit pas à prendre le temps d'y répondre, on vous répondra par courriel. Donc, je prends une première question ici. On me demande à partir de quelle hauteur un trou va être considéré comme un espace clos. Donc, un peu plus tôt, Fabien, tu nous parlais dans les éléments clés que la reconnaissance des espaces clos était un facteur assez important qui semblait causer problème. Je pense que cette question-là le démontre bien. Malheureusement, on n'a plus de temps. Non, c'est pas vrai. Non, effectivement, c'est une question qu'on se fait poser beaucoup. Il n'y a rien, Il n'y a rien que ce soit dans la norme CSA, dans les réglementations. J'ai même cherché. S'il y a des gens qui ont trouvé une source de référence, envoyez-nous-la, ça serait important, mais j'ai regardé partout à travers le monde. Ce qu'on voit dans les pratiques, souvent, on va se baser sur la norme OSHA aux États-Unis. Et la norme OSHA aux États-Unis, ce qu'on va dire, c'est que souvent, à partir de 5 pieds de profondeur et plus, Valérie, ça nous faut un point d'ancrage. Que ce point d'ancrage-là soit permanent ou temporaire, par exemple avec les équipements qu'on a vus tantôt à l'écran avec Silvio, à ce moment-là, on va se baser sur ça. Mais il y a beaucoup de standards corporatifs où les gens vont à partir de 4 pieds de profondeur. Donc, ils vont définir des espaces clos. Je vous dirais, là, c'est à peu près là, ce qu'on voit beaucoup chez nos clients, c'est ça. Beaucoup 4 pieds ou 5 pieds. Donc, à partir de là. Et ça, c'est important, c'est vraiment lorsque ça s'ouvre au complet. Il ne faut pas que si je descends, Valérie, 3 pieds, puis là, j'avance sous un plancher, ça ne s'applique pas cette profondeur-là au niveau espace clos. C'est vraiment un espace clos là, dans ce cas-là. Excellent, merci. Silvio, on me demande comment avoir accès au simulateur. Est-ce que c'est une application qu'on doit télécharger? Est-ce disponible en ligne? Non, c'est disponible en ligne. Quand vous allez sur notre site, vous avez la différente gamme de produits. Vous choisissez des produits, exemple, la détection de gaz. En choisissant la détection de gaz, ça vous amène à des différents modèles, monogaz, multigaz.
quand vous êtes dedans, vous avez un endroit, c'est écrit simulateur, puis vous choisissez simulateur. Alors, c'est tout simple que ça, puis vous suivez les instructions qu'ils vous donnent là-dessus. Merci. Alors, je vais prendre une dernière question. On me dit, je suis dans une petite ville, alors comment gérer mon programme d'urgence, surtout s'il y a du roulement de personnel? Donc, j'imagine qu'il fait référence au sauvetage. OK. Est-ce qu'il y a un... Et ça, c'est une bonne question parce que on l'a vécu à un moment donné, puis j'ai une petite anecdote par rapport à ça sur la basse côte, là, sur la côte nord, là, la basse côte nord, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui nous disait que il était l'entrant, le surveillant, le chef pompier, le pompier, tout ça, parce qu'il était le seul employé de la municipalité, puis quand il faisait un entrant en espace clos, il appelait même sa femme pour venir faire la surveillance. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'établir vos besoins. Est-ce que vous pouvez faire affaire avec d'autres organisations qui sont autour? Est-ce qu'il y a d'autres municipalités? Est-ce qu'il peut y avoir, on voit de plus en plus maintenant des rassemblements, soit au niveau des MRC, au niveau espace clos, comme ça, au niveau du sauvetage, où il y a des regroupements qui se fait. On a formé des sauveteurs où c'était des MRC. Donc, il y avait des regroupements comme ça. Vous pouvez peut-être envoyer un petit peu plus de précision à Valérie à votre question. Je pourrais peut-être même tenter d'y répondre puis de vous aiguiller peut-être un petit peu plus là, de ce côté-là. Puis on pourrait peut-être échanger aussi par courriel. Excellent. Merci, Fabien. Donc, encore une fois, si ça n'a pas bien répondu à la question, je vous invite, comme Fabien l'a dit, à m'écrire afin qu'on puisse vous aider. Donc voilà, ça fait déjà maintenant 1 heure qu'on est ensemble. J'espère que vous avez apprécié le webinaire. Merci beaucoup, Silvio, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir partagé ton expertise. En terminant, je vous invite à répondre à notre sondage très rapidement. Ça nous aide à améliorer nos prochains webinaires et à vous fournir des webinaires qui sont encore plus pertinents sur des sujets qui vous touchent. Et encore une fois, si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si on n'a pas réussi à répondre à vos questions, surtout n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel. Et oui, la présentation vous sera remise avec un lien de rediffusion par la suite par courriel. Merci beaucoup et au plaisir de vous voir dans un prochain webinaire. À bientôt.